Alors, Boker Tov à tous, paracha de la semaine, la paracha de Shelach. Alors, c'est marqué au début de la paracha, donc Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Shelach lecha anashim, veyatur et teretz kenaan, asher anu noten ivnei Israël. Envoie pour toi des hommes, et ils vont explorer la terre de Canaan que j'ai donnée au Béné Israël. Rashi, sur le premier verset de la Torah, Shelach lecha anashim, Rashi y demande. Et il dit, Lama nismecha parashat meragelim le parashat Miriam. Pourquoi on a juxtaposé la paracha des explorateurs, là, la paracha de cette semaine, avec la fin de la paracha de la semaine dernière, dont le dernier sujet était les paroles de Myriam sur Moshe Rabbeinu. Wow. Du coup, elle a eu la tsaraat, qui lui a été comptée comme du lachon hara, etc. Elle a mal parlé sur Moshe Rabbeinu. Rachid demande pourquoi on a juxtaposé les deux événements. D'accord ? Rachid répond, les filles chez l'Akta Aliske Diba. Parce que les deux événements, ils parlent du même sujet. Qui est quel sujet ? Ah, du lachon hara. On parle mal, on dit des choses mauvaises, on dit des choses négatives. Chez Dibra Beachia, Rachid, parce que elle a parlé sur son frère, au Rechaim Halalou, et ces Rechaim là, Raou, Velo la Moussar. Ils ont vu ce qui est arrivé à Myriam, ils ont vu que quand on parle à Shonara, et que la Torah elle avait dit dans Parashat Metzora qu'il y avait la lèpre, c'est pas une blague, c'est pas des. Hachem il rigole pas quand il dit que celui qui parle à Shonara il aurait une lèpre. Peut-être on aurait pu croire que ça n'existe pas, ou que ça se voit pas, ou que c'est pas comme ça qu'on croit. Oh, ils ont vu, Raou, Rachid dit, Raou. Ils ont bien vu Myriam ce qui lui est arrivé. Et l'eau la Moussar. Et ils n'ont pas pris d'enseignement. Ils n'ont pas vu, ils sont pas dit, bon, elle lui est arrivé ça. Alors nous aussi, on va pas peut-être rentrer dans le même système. Ces Rechaim là, ils ont vu et ils n'ont pas pris de Moussar. Le Sifteh Chachamim, il demande sur Rashi, il dit, je comprends pas. Il dit, si les deux histoires, de toute façon, elles ont eu lieu l'une après l'autre, alors qu'est-ce que tu demandes Lama Nismecha à Torah ? Et que tu fais une dracha de ils ont vu du truc, ils n'ont pas fait de moussard, ils ont vu ce qui lui est arrivé à Myriam, etc. Ils auraient dû apprendre de Myriam. Pourquoi tu poses la question ? Si les deux histoires, elles ont eu lieu l'une après l'autre. Alors moi je te réponds. Lama nismecha. Pourquoi la Torah elle a juxtaposé les deux histoires ? Réponse. Pourquoi ? Parce qu'elles ont eu lieu dans ce sens-là. C'est tout, l'une après l'autre. Voilà. Comme dans plein d'histoires de la Torah. Tu m'as pas demandé Lama nismecha toutes les histoires de la Torah. Oui ou non ? Qu'est-ce qui te dérange, Rachi, alors ? Il n'y a pas de chronologie en général. Oui, mais là, si tu me dis qu'en réalité, les histoires, elles ont eu lieu l'une après l'autre, vraiment, alors pourquoi tu fais une dracha ici ? Qu'est-ce qui te met la puce ? Qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille ? En général, il ne met jamais l'une après l'autre. Non, c'est le contraire. En général, c'est dans l'ordre. Et des fois, la Torah, elle met dans le désordre. Mais si tu me dis que là, en réalité, comment ça a eu lieu dans l'histoire ? D'abord Myriam, et après les Meraglim. Et toi, tu me dis, pourquoi on a mis les choses dans ce sens-là ? Réponse, parce que ça a eu lieu dans ce sens-là. C'est tout, c'est la vérité, c'est effectif, ça s'est passé comme ça. Alors pourquoi maintenant tu fais une dracha ? Le Sifteh Chachamim il répond en disant qu'en réalité, ce qui a mis la puce à l'oreille à Rashi, c'est que normalement, en réalité, Korach, ça a eu lieu avant Myriam. Toute l'histoire de Korach, elle a eu lieu avant le Maaseh Myriam. Alors c'est ce qu'il dit Sifteh Chachamim. Il dit comme ça. Il dit, normalement, comment on aurait dû mettre Ayal Ismor Gamket des Parashat Korach. On aurait dû mettre également Parashat Korach. Ve'ayalu le'agdim machloket Korach. On aurait dû mettre donc dans l'ordre Korach, Acharkar Myriam, Acharkar Meraglim. On aurait dû mettre dans tout ça. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem dans la Torah ? Il a pris Korach et il l'a mis là-bas. Il l'a mis après Myriam et après les Meraglim. Alors Rashi se demande, il dit, tiens, quand il dit Lama Nismecha, ça veut dire, pourquoi tu as gardé la smichout Myriam et Meraglim, et tu m'as enlevé Korach. C'est ça la question de Rashi. Et là maintenant Rashi il fait une dracha. Il est la semaine prochaine. On l'a mis à la fin, alors qu'il était au départ. Alors maintenant Rashi il fait sa dracha, et il dit alors pourquoi on a enlevé Korach ? Et pourquoi on a gardé Meraglim et Myriam ensemble ? Machma que tu veux m'apprendre quelque chose entre Meraglim et Myriam, et tu as voulu m'enlever Korach pour pas que je fasse une mauvaise dracha. Alors qu'est-ce que tu veux m'apprendre entre Meraglim et Myriam ? C'est que les deux ils parlent du lachon hara. Et quand on fait la shonara, c'est très grave. Korach, c'est un autre sujet. On verra la semaine prochaine. C'est la marloquette, c'est la dispute, c'est Tarava, c'est d'autres ignanim. Ça amène à la dispute. Hein ?
Lachon Hara, ça amène. Ça peut amener, mais c'est pas le même sujet. Là-bas, le Korah, c'est pas un problème de Lachon Hara. C'est un problème de Léaknot, on se dispute, etc. Tavot, Gava, on verra ça la semaine prochaine. Donc Rashi, il voit que comme on a enlevé Korah, Meragelim et Myriam, maintenant je peux faire une dracha. Donc Raoult, ils ont vu ce que Myriam elle a fait, et ils n'ont pas pris de Moussa. Très bien. Maintenant, nous, on a une autre question. Maintenant qu'on a compris comment Rachid a fait son cheminement, on a une question maintenant sur Rashi maintenant. On a une question sur ce Rashi. C'est quoi? Ça, je l'ai ramené déjà dans plusieurs shiurim. Je sais plus si je l'ai dit ici le vendredi ou le samedi. C'est pas grave, c'est une dracha qui est vraiment très, très importante pour comprendre véritablement ce Rashi-là. Si maintenant quelqu'un, un élève, il est dans une classe et il insulte le professeur, alors qu'est-ce qui va lui arriver? Il va aller chez le directeur et il va avoir une sanction très grave. Sanction très grave. Très bien. Maintenant, la semaine suivante, il y a un autre élève, et lui, il va commencer à mal parler, à dénigrer la table. J'en ai marre, ça, c'est quoi cette table-là? Elle est pas droite, et la chaise que vous m'avez donnée, elle est pas bien, et je suis pas bien assis, et on nous dit, lui, il va être envoyé chez le directeur aussi. Et on nous dit, qui va avoir la plus grosse des sanctions? Le deuxième. Et on va lui dire, le directeur, il va lui dire comme ça. Il va lui dire, je comprends pas. Ra'a, tu as vu ce qui est arrivé au premier? Oui ou non? Quand on parle mal, on a des sanctions. Alors pourquoi tu t'es pas contenu? Pourquoi tu parles mal sur les chaises et le mobilier et la table, etc. Qu'est-ce qu'il va répondre le gamin? C'est une chaise, c'est une chaise. Il va dire, mais ça va pas ou quoi? Vous comparez moi et lui? Mais ça n'a rien à voir. Comment tu veux que j'apprenne du moussard? Comment tu veux que j'apprenne? Lui, il a parlé sur le moré. Il a parlé sur quelqu'un. Il a parlé sur un homme. Alors oui, c'est très grave. D'où je vais faire du moussard en calvachomer? Si déjà tu parles mal sur le moré, alors calvachomer, si tu parles mal sur la chaise, alors c'est très grave. C'est ça, ce calvachomer là que tu veux me faire? Il y a un problème ici, c'est une syrah, ça va pas du tout. Le problème, c'est que là, vous rigolez. Mais c'est le rachis des Meraglim. C'est le rachis des Meraglim. Tu me dis comme ça. Myriam, sur qui elle a parlé? Sur Moshe Rabbeinu. C'est qui Moshe? C'est pas le Moré, c'est qui Moshe? Gadol Mikol HaNevi'im. Le plus grand de tous les prophètes. D'accord? Gadol Ador, Mashiach, tout ce que vous voulez. Elle a mal parlé sur lui. Elle s'est fait punir. C'est normal? Oui ou non? C'est normal. Très bien. Les Meraglim, ils viennent et ils ont pas mal parlé sur quoi? Sur des pierres. Les fruits sont trop gros, et il fait froid, et ça me plaît pas, et là-bas il y a des géants, et sur la terre d'Eretz Israël, mais c'est sur des pierres ça ragole, c'est sur de la poussière, ils ont pas mal parlé sur des gens. Et Rachid me dit, mais ils sont fous ceux-là. Ils auraient dû apprendre de Myriam. Si déjà Myriam elle a mal parlé sur Moshe et qu'elle s'est fait punir, alors comment ils se sont permis de parler mal sur des pierres? Incompris. Alors, il va falloir que tu peux m'expliquer ça? Il y a une logique à ça? Tu rentres en Eretz Israël aujourd'hui. Tu rentres aujourd'hui, tu fais tes vacances. T'arrives à Natania. Hein, et tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'il fait moite ici, il y a de l'humidité dans l'air. Ah, Hachem il vient, il dit quoi? Comme ça tu parles de l'air de Ravir Eretz Israël? Tu aurais dû apprendre du Maaseh Myriam. Si déjà Myriam je l'ai puni, tu crois que toi je vais pas te punir? Rien rapport maintenant, rien du tout. J'ai dit l'air il est pas bien. Mais c'est très grave. C'est beaucoup plus grave que de parler sur Moshe. Ah bon? Comment c'est plus grave? Par où tu passes pour me dire que c'est plus grave? Alors, écoutez bien ça. Rav Reuven Elbaz il dit comme ça. Dans son livre Moshe Renia Charecha, il dit comme ça. Dans la paracha de la semaine dernière, au moment où Myriam elle a mal parlé sur Moshe, Akadosh Baruch Hu, il a répondu quelque chose à Myriam. Il lui a dit, de quel droit tu te mets à parler mal sur Moshe? Alors que Moshe, il est Anav Me'od Mikol Adam Al Kol Pene Adama. Il est le plus, c'est là qu'on a la phrase très connue de la Torah, donc il est le plus Me'od, Anav Me'od. Il a une humilité Me'od, qui est décuplée par rapport à la normale. Mikol Adam, de tous les hommes de la terre. Quand on dit ça, ça veut dire quoi? Jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps, il n'y aura pas plus Anav que Moshe Rabbeinu. D'accord? Anav, Me'od, Mikol, Adam. Et la Torah après elle rajoute Al Kol Pene Ha'adama.
sur toute la surface de la terre. Pourquoi tu m'as rajouté cette phrase? Al-Kol Pene Adama. À quoi elle me sert cette phrase? Et le Rav il dit comme ça. Il dit Moshe Rabbeinu, comment il se considérait lui aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Comment il se considérait lui? C'est marqué Avraham Avinu, il s'est comparé à Efer ve'afar. Il a dit moi je suis poussière et cendre. David Ameler, il dira plus tard, moi je suis comme des tolaïm. C'est quoi des tolaïm? Un ver de terre. Je suis aussi insignifiant qu'un ver de terre. Avraham, je suis aussi insignifiant que la poussière. Mais les Mefarshim, ils expliquent en disant, c'est beau, c'est une gadloute de dire ça. Mais malgré tout, Efer ve'afar, c'est quelque chose quand même. C'est une poussière. C'est-à-dire que je la vois, elle est là. Voilà, c'est une poussière. Tolaïm, tu te considères comme un tolaïm, comme un ver de terre. Je le vois, il est là le ver de terre. Je le vois encore, il existe encore. Moshe Rabbeinu, il a dit, en parlant de lui et Aaron à Cohen, Nachnu ma. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Mais on est quoi, nous? On est quoi? Ça veut dire on est quoi? On est rien. Comment on sait qu'on est rien? Parce qu'il a enlevé le Aleph de Anachnu. C'est-à-dire même le Aleph de Anachnu, qui veut dire nous sommes, ça veut dire nous sommes quelque chose. Nous, quand tu dis nous déjà, ça veut dire que déjà tu n'as rien dit derrière, déjà tu te considères existant déjà. Il a enlevé le Aleph, il a dit Nahnu ma. Ma c'est Nahnu, ça n'existe pas ce mot Nahnu, c'est Anachnu. Pourquoi tu dis pas Anachnu comme tout le monde? Ah non, le Aleph, j'ai déjà une existence. Alors c'est qui Aleph? Aleph c'est Aloufesh Alolam, c'est le maître du monde. Alors toi t'es quoi? Rien. J'existe pas moi. Mais si voilà, t'es là, je te touche. Non, c'est du dimion ça. Nous on n'est pas existants sur Terre. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui existe, il remplit le monde, mais le Kol Haaretz Kevodo, et en fait on est rien, on n'existe pas. Même pas de la poussière on est. Mais, c'est-à-dire que tu te considères moins qu'une poussière. Moins qu'une poussière de Avram, tu te considères. Oui, moins qu'une poussière. Hachem il témoigne. Tu es le Hanav Mi'od Mikol Adam, Al-Kol Pene Adama. Sur toute la surface de la terre, tu es le plus Hanav. Mazé Hanav, sur toute la surface de la terre, tu te considères moins que la terre. Al-Kol Pene Adama. Mazé, qu'est-ce qu'il y a sur Kol Pene Adama? Il y a la terre, il y a la poussière. Al-Kol Pene Adama, Me'od Hanav. Tu te considères encore plus Hanav que ça. Oui ou non? De là, Rashi fait sa dracha. Et il dit, si déjà Myriam, elle a fait la shonara sur quelque chose qui est moins que la terre, et qu'elle s'est fait punir, Kalva Chomer que les Meraglim, s'ils parlent sur la terre, qui est au-dessus de Moshe Rabbeinu, alors ils auraient dû prendre du Moussa. Parce que Moshe Rabbeinu, Anav Me'od Mikol Adam. Et donc ils auraient dû apprendre que quand on parle sur les pierres d'Eretz Israël, sur les pierres, maman, je sais rien, c'est inerte. Sur les pierres d'Eretz Israël, on parle pas mal des pierres d'Eretz Israël. Alors je t'en prie, on peut rien dire sur Eretz Israël? Hein? C'est marqué que quand les Meraglim ils ont parlé, c'est marqué des vers, leur langue elle s'est allongée jusqu'au nombril. Les vers ils sont sortis de la langue, parce qu'ils avaient fait la shonara, et ils sont rentrés dans le nombril pour dévorer le nombril. Le Parchim me demande pourquoi Hachem il a fait ça. Il dit parce que c'est le Kléakar, il dit parce que Eretz Israël s'est appelé Tabour Kol Haolam. C'est le nombril du monde. Alors Hachem il a fait un remez. Quoi, vous avez parlé sur le nombril du monde? Alors je fais un remez. Au niveau du nombril, ils se sont fait dévorer. Alors qu'est-ce qu'on doit faire toute la journée avec Eretz Israël? Les Chachamim ils disent, même s'il y a 99,9% de mauvais en Eretz Israël, qu'est-ce que tu dois dire toi? Kol le Tova. Tout va très bien. Magnifique. Même mieux que ça. Tu dois louer Eretz Israël. Rak Shvachot. Magnifique. Qu'est-ce qui fait bon? Qu'est-ce que l'air il est bon? Jamais tu dis il fait froid. Jamais tu dis il fait chaud. Jamais tu dis il fait moite. Jamais tu dis ils sont fous ces Israéliens. Jamais tu dis j'en ai marre de ces... Tu peux dire j'ai chaud. Hein? Tu dis rien du tout. Eretz Israël, Zemetsuyan. Le plus top. Le top du top. À quoi ça ressemble? Je vais te répondre à ta question. À quoi ça ressemble? Rachami me dit ça ressemble à un papa. Ça ressemble à un papa. Que son enfant de 2 ans, il a fait son premier coloriage. Il a fait son premier coloriage. Il dit tiens papa, je t'ai fait un dessin.
Tu regardes le dessin. Mis à part des couleurs, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. C'est quoi? C'est des gribouillis. Il fait un trait là, un rond comme ça, un truc à droite, un truc à gauche. C'est quoi ça? Tu lui demandes. Tu lui dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as dessiné? Là, j'ai dessiné la mer. Là, j'ai dessiné le soleil. Là, j'ai dessiné des oiseaux. Tu regardes, c'est... Il n'y a rien, j'ai que des taches maintenant sur le dessin. Qu'est-ce que tu vas lui dire au petit? Mais il est nul ton dessin! Il est moche! C'est pas un oiseau ça! Viens, je te fais un oiseau moi! Ah, je sais faire les oiseaux. Je fais un oiseau. Tu vas lui dire ça au petit? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu dis quoi? Extraordinaire! Mais il est magnifique ton dessin. Mais quelle belle couleur tu as mis. Mais il est magnifique ton soleil. La plage, elle est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un il est à côté, il dit mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a quelle plage? Il n'y a rien du tout. C'est le balagan total. Ken? Eretz Israël, c'est la même chose. C'est le balagan. C'est tout est à l'envers. Il n'y a rien qui est Messoudar. Tout est de travers. Hein, tu vas à la poste, c'est de travers, à la banque, c'est de travers. Tout est de travers. Il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de normal. Tout est à l'envers. Les horaires, ils sont jamais respectés. Personne ne respecte rien, etc. Voilà. Donc, tu aurais tendance à faire quoi? À t'énerver. Hachem dit attention. T'as quoi devant toi? T'as le dessin d'un enfant de 2 ans. Qu'est-ce que tu dois dire? Mais Souyan, magnifique, extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle est belle cette terre. Hein? Un futur Picasso. Voilà, c'est ça. C'est un futur Picasso si tu veux. Tout est désordonné, mais quoi? Mais c'est merveilleux. Ça, c'est la première chose qu'on apprend de la paracha. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est pour ça qu'on va rester sur le reste du shiur. On va s'intéresser encore à Rashi. Parce qu'en réalité, Rashi, au début de la paracha, il nous met un petit peu en galère. Et il y a 2 choses qu'on ne comprend pas dans Rashi. Au début, quand on a envoyé les Meraglim, je ne vais pas vous apprendre l'histoire des Meraglim, vous savez comment ça a tourné au final. Au début, quand on envoie les Meraglim, c'est marqué comme ça. Vaishlach otam Moshe mimidbar paran alpi Hashem, kulam anashim raché bene Israël hema. Et voilà que Moshe Rabbeinu les a envoyés depuis le désert de Paran. Et il les a appelés dans la Torah Kulam Anashim. Mazé Anashim. Qu'est-ce qu'il y a? Anashim, c'est Rashi, il dit Anashim, à chaque fois qu'on le voit dans le verset, Mikra Lachon Rashivut. D'accord? À chaque fois qu'il est marqué, c'est un Lachon important. C'est pas des tocards, c'est pas des Hamarets. Mais c'est des gens importants. Et Rashi précise Ve'ota Sha'a, et à ce moment-là, Kesherim Hayou. Ils étaient cachers. Ils étaient bien. C'était des gens cachers. Magnifique. Très bien. Donc on envoie des gens bien. À la fin, quand ils vont revenir, à la fin des 40 jours, quand ils vont revenir et qu'ils vont faire tout leur sipour, Vayashuvu mitor haaretz miketz arba'im yom. Et voilà qu'ils sont revenus après l'exploration de la terre à la fin des 40 jours. Verset suivant. Vayelechu vayavohu el Moshe. Ils sont allés et ils sont venus vers Moshe et vers Aaron pour commencer leur discours. Rashi. Pourquoi c'est marqué Vayelechu vayavohu? Tu viens de me dire Vayashuvu, ils sont revenus. Vayavohu el Moshe, ils sont venus devant Moshe. C'est quoi ce mot Vayelechu? Vayelechu vayavohu. Ils sont allés, ils sont venus. Pourquoi? Le Vayelechu, c'est ils sont en partie. Enfin, au moment où ils étaient allés faire le voyage. Donc pourquoi tu me le répètes maintenant, à la fin du Sipo? Tu sais, ils étaient partis, et maintenant ils sont revenus. Ils étaient partis, je sais très bien qu'ils étaient partis. Ça fait 2 pages que tu me dis qu'ils sont partis explorer la Terre. Pourquoi tu me le répètes à la fin? Tu sais, ils étaient partis, et maintenant ils sont revenus. Rashi, pourquoi c'est répété maintenant ici le départ et le retour? Les Akish biyatan alichatan. C'est pour faire un Ekesh, pour faire une comparaison avec leur retour par rapport à leur départ. Ok. Dracha de Rashi. Ma biyatan be'etzara'a. De la même manière que quand ils sont revenus, ils avaient etzara'a, ils étaient mauvais. Ils avaient un mauvais conseil à donner, ils étaient rats, ils étaient rishaïm. Af alichatan be'etzara'a. Même quand ils sont partis, ils étaient mauvais. C'est exactement le contraire de ce que tu m'as dit juste avant. Qu'est-ce que tu viens de me dire au début de la paracha? Au moment où on les a envoyés, Ota Sha'a, ça veut dire avant de les envoyer, au moment de les envoyer, quoi? Ksheri Mayou, ils étaient bien. Et toi tu me dis à la fin, non. En réalité, ils viennent de prouver que quoi? Que quand ils sont revenus, avant de partir déjà, c'était des Rechaïm. Tu m'as pas dit ça? Alors ils sont Rechaïm ou ils sont Tzadikim? Ils sont bien ou ils sont pas bien?
Déjà, une grosse question qui se pose dans la paracha. Chez l'Achlecha, c'est un balagan. Hein. C'est une paracha, je l'appelle paracha balagan parce que ça part dans tous les sens. D'accord. Et il y a tout et son contraire. Tu peux dire Sadikim, Rechaim, c'est bien, pas bien, Moshe il voulait pas, Hachem il voulait pas, on comprend plus rien. Déjà, je vous pose une question. Hachem il voulait les envoyer ou il voulait pas les envoyer? Il a dit tu fais comme tu veux. Hein? Mais lui, il a dit quoi? Mais est-ce que lui, il a donné son avis? Hein? Il n'a pas donné d'ordre de les envoyer. Mais est-ce qu'il a interdit à Moshe de les envoyer? Hein? Et donc il a dit quoi à Moshe alors? Hein? Alors, avant ça, parce que là vous êtes allé un peu à l'étape d'après, il dit le Siftei Chachamim, il dit qu'Akadosh Baruch Hu en réalité, Netinat Reshut chez les Moshe Rabbeinu. Il lui a donné l'autorisation. Ça veut dire, pas comme vous dites. Pas il lui a dit, moi je veux pas, mais toi fais ce que tu veux. D'accord? C'est pas ça qu'il a dit. Ou alors je t'ordonne pas, et chez l'Achlecha. Non. Moshe lui demande, si je veux les envoyer, tu me donnes l'autorisation? Hachem il lui a dit, Ken. Nathan, Reshut. Voilà. Moshe l'a demandé, donne-moi l'autorisation. Eh ben je te donne. Nathan, il lui a donné le Reshut. Il a donné l'autorisation. Si tu veux, tu envoies. D'où on le sait ça? Que Moshe il a obtenu le Reshut d'Hachem, l'autorisation. C'est que c'est marqué ici. Vaishlach otam Moshe. Et Moshe il les a envoyés du désert de Paran. Alpi Hachem, c'est marqué. Alors Alpi Hachem. Nous on lit Alpi Hachem sans Rashi, sans le Siftei Chachamim. Alpi Hachem ça veut dire quoi? C'est Hachem qui l'a ordonné. Chachamim il vient, il dit non, c'est pas un ordre. Alpi Hachem ça veut dire que Moshe il a demandé. Il a dit est-ce que j'ai au moins l'autorisation de décider? Hachem il a dit Ken, je t'abéchira, t'as le libre arbitre, c'est toi le gars de l'adore. Mais je t'interdis pas. Je t'interdis pas. Mon cher Rabbeinu, maintenant je vous demande, lui, il voulait envoyer ou il voulait pas envoyer? Hein? Il voulait pas? Vous voulez pas envoyer? Alors c'est marqué dans Devarim, quand Moshe Rabbeinu va revenir sur la Suga des Meraglim, il va répéter cette histoire. Il va dire, vous êtes venus me voir, vous m'avez demandé d'explorer la terre. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? La Torah, pas moi, pas Rashi, la Torah. Elle dit là-bas, Vetov Be'enai. Et c'était bon à mes yeux. C'était bien, c'était une bonne demande. Alors tu voulais ou tu voulais pas? Là-bas c'est marqué comme ça, mais forage. Moshe il dit, Tov Be'enai. C'était bien à mes yeux. Alors à quoi tu joues là? Tu vas les envoyer ou tu veux pas les envoyer? Mieux que ça. Le Midrash il dit que Akadosh Baruch Hu, quand Moshe Rabbeinu lui a demandé, il lui a dit regarde, ils sont venus me voir, ils veulent explorer la terre. Qu'est-ce que tu me dis toi? Hachem il a dit, je te donne l'autorisation si tu veux. Mais sache une chose. Le Midrash il dit comme ça, que Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe. Mais sache une chose, que puisqu'ils n'ont pas eu de Emouna, je leur donnerai de quoi se tromper et ils seront punis par ça. Pause. Si Moshe Rabbeinu il sait ça maintenant, alors pourquoi tu les envoies? Alors maintenant Moshe arrête maintenant. Arrête aussi pour. Va les voir et leur il dit leur non messieurs, c'est moi le Rav, d'accord? On va nulle part, hein, je vous envoie personne. Pourquoi tu continues? Les Mefarshim expliquent là-bas dans Rashi sur la paracha dans Dvarim, ça veut dire Tov Be'enai. Tov Be'enai, ça veut dire que Moshe Rabbeinu comme ça il a agi. Le Midrash il dit c'est quelqu'un qui a voulu acheter un âne et il est parti voir son ami. Il lui a dit dis-moi, je peux t'acheter ton âne? Il lui dit Ken, il coûte tel prix. Très bien. Je peux l'essayer? Oui, tu peux l'essayer. Je peux essayer de lui faire porter des charges pour voir s'il porte bien, s'il souffre pas. Ken, oui, tu peux faire. Et je peux aller faire un tour avec? Oui, fais ce que tu veux. Bon, c'est bon, laisse tomber. Vas-y, combien tu veux, je te paye. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit à partir du moment où le vendeur, il a dit tout oui. Tu peux l'essayer, tu peux prendre, tu peux truc, machin, etc. C'est quoi? C'est qu'il a parfaitement confiance dans ce qu'il vend et qu'il sait très bien que tout est en règle. Alors l'autre, il a plus besoin maintenant d'essayer. C'est un test en réalité. Quand il lui a dit je peux essayer. D'accord? Maintenant que l'autre il lui dit oui, bon oui, alors ça veut dire j'ai pas besoin de prendre la tête, j'achète. Mais Rachid dit Moshe Rabbeinu, il a voulu faire pareil avec les Meraglim. Ils lui ont dit on veut voir ce qu'il y a dans la terre d'Eretz Israël. Ok, allez voir. Mais on veut tout voir, hein, les fruits et machin. Allez, il n'y a pas de problème, allez voir là-bas. Qu'est-ce qui s'attendait Moshe Rabbeinu? Que les Meraglim ils disent bon, écoutez les mecs, si Moshe Rabbeinu il nous dit tout oui, c'est qu'il n'y a pas d'arnaque en réalité. Ils nous disent et Zavat Ralav Udvash, ben c'est vraiment Zavat Ralav Udvash. Alors on va lui faire confiance. On va pas y aller. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Meraglim?
Ils ont dit, bon, c'est bon, on peut y aller? Oui, 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 vous pouvez. Eh ben, on y va. Alors moi, je t'ai dit, ah ben non. C'était le Midrash. C'était l'âne. Vous pouvez pas aller. Ah non. Maintenant, on y va. Donc on voit que depuis le départ, il y a une Sarah. Il cherchait Hein? un prétexte. Depuis le départ, il cherchait un prétexte. Mais il voulait aller. Pour l'instant, on dit pas que c'est mauvais. Pour l'instant, on dit pas qu'il voulait aller avec une mauvaise intention. Ils veulent voir. Dans Rachid t'a rapporté avant, Lequel? comme t'es sorti, comme ça. Alors, mais il va pas avec le rachis de Ksherimayou. Toujours pas. On a toujours pas réglé ça. Ksherimayou au départ. Alors, où Ksherimayou? C'est où qu'ils ont tourné? C'est où qu'ils ont tourné? Où ils ont tourné? Tu me dis qu'ils sont partis déjà mauvais. Et toi, tu me dis que quand ils sont partis, avant de partir, ils étaient bons. Alors, où est-ce qu'ils ont tourné? Comment ils ont vrillé? C'est le Or HaChaim HaKadosh qui répond à ça. Vous savez que dans beaucoup d'endroits, la paracha, elle s'appelle pas Shelach Lecha. Elle s'appelle Shelach. La paracha de Shelach. On enlève le mot Lecha. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui pensent qu'en réalité, le Lecha, il s'attribue pas à Shelach, mais il s'attribue à Anashim. Et le Or HaChaim HaKadosh, il fait ce diouk là. Et il dit comme ça. Il dit, ma lecha. Pourquoi il y a marqué lecha? Shelach lecha. Mais c'est quoi ce lecha? Écoutez bien. Or HaChaim HaKadosh. Kol od shehem lefanecha, etzlecha em tzadikim. Mon cher Rabbeinu, sache une chose. Que tant que ces hommes-là, ils sont devant toi, ils sont à côté de toi, ils sont avec ta proximité, hem tzadikim. Lecha anashim. Pour toi, ce sont des anashim. Uniquement s'il y a le pour toi. Uniquement s'ils sont avec toi. Mais dès qu'ils seront plus avec toi, dès qu'ils vont s'écarter de toi, on parle ici de physique, hein. Ils s'écartent de toi physiquement, géographiquement, c'est terminé. Tu vas les perdre. Leur tzidkout ne vient que de la proximité avec le Rav. Ils ont perdu la proximité avec le Rav. Il n'y a plus de tzidkout qui tiennent. Ils deviennent des Rechaim Gumurim. Ce qui s'est dit le Or HaChaim HaKadosh. Lecha hem anashim. Pour toi, ce sont des gens élevés. Kesheyatrilu ba'alicha. Lorsqu'ils ont commencé à partir, du coup, à partir, ils se sont mis en chemin. C'est pour ça que Rachid a dit Vayelechu. Bah, c'est Vayelechu. Bah, ils ont commencé à marcher. Ils ont pris leur sac. Tant qu'ils sont avec Moshe Rabbeinu, il est là, tzadikim. Ils ont fait 2 pas. Voyez les roues. Ils ont commencé à marcher pour aller vers leur mission. Qu'est-ce qu'il dit le Or HaChaim? À ce moment-là, Rechaim même. Ça y est, ils sont devenus des Rechaim. Quoi, comme ça? En une seconde, tu peux passer de tzadikim à Rechaim? Tout ça parce que tu as quitté le makom, la avira du Rav? C'est comme ça que ça marche? Rachamim, ils disent, c'est comme ça que ça marche. Presque Itecha plutôt que Lecha. Lecha, ça veut dire que Lecha, pour toi, tu les considères comme Ksherim. C'est ça que ça veut dire. C'est Moshe qui les a choisis. Mais Hachem dit attention, pour toi, ils sont Ksherim. C'est quoi pour toi? Pour toi! Tant que c'est toi, tant que c'est à tes yeux. Mais dès qu'ils seront plus là, c'est terminé. Il n'y aura plus de cache-route. Juste parenthèse. Le Harizal, il dit qu'en réalité, les Meraglim, dans quoi ils ont fauté? Comment ils ont fauté? Pourquoi ils en sont arrivés à fauter? Uniquement parce qu'ils n'étaient plus au contact du Rav. Ils se sont pris pour des Rabbanim. Anashim. On est aussi des gens importants. On se détache totalement de la Hashpa'a du Rav. On va décider par nous-mêmes. Si on est capable de décider par nous-mêmes et qu'on n'a plus la Hashpa'a du Rav qui nous maintient, Rachamim dit c'est le début de la chute. Tu ne tiens ta tzidkout, elle ne peut être mitkayem, elle ne peut se maintenir que si tu gardes un lien permanent au niveau de la tête, au niveau physique, avec le Rav. C'est pour ça qu'on nous dit que, par exemple, Yehoshua bin Nun, quand Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï et qu'il a dû abandonner le peuple pendant 40 jours. Oui ou non? 40 jours il est parti. On nous dit, qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua? Yehoshua, il a dit quoi? Il a dit, c'est très grave. Si le Rav, il part, si le Rav, il s'écarte, on va tous tomber. Moi compris. Je ne peux pas m'écarter du Rav. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa tente. Il a demandé à Moshe Rabbeinu, jusqu'où j'ai le droit d'aller?
Parce que c'est marqué là-bas que Hachem, il avait dit à Moshe Rabbeinu, tout celui qui touchera la montagne, mot yumat, il mourra. Moshe lui a dit, viens avec moi. Ils ont avancé, ils ont avancé, ils ont avancé. Au pied de la montagne, à la limite, il lui a dit, voilà, ici, il n'y a que moi qui peux après aller plus loin. Yosha, il a dit, voilà, ici, très bien. Il a pris sa tente, il a planté sa tente ici, il a dit, moi j'attends Moshe Rabbeinu ici. Il a quitté le camp. Aucun rapport maintenant avec le camp des Israël. Il a quitté le camp des Israël. Il a dit, moi, j'attends 40 jours, Moshe Rabbeinu ici, au plus proche de lui. C'est marqué, pourquoi les Israël, ils ont fait le veau d'or? Parce que Moshe, il n'est pas là. Quand Moshe, il n'est pas là, quand le chat n'est pas là. Moshe, il n'est pas là, donc c'est quoi? Le Rav, il part. La hashpa du Rav, elle part. C'est fini, tout le peuple, il tombe. Mais tu vas me dire, mais c'était des Gdolim. Ils ont vu la révélation du Sinaï, ils ont vu la traversée de la mer. Mais on s'en fiche, ça vaut rien. Ça vaut rien. Pourquoi? Parce que le Rav, il part, c'est fini, tu perds tout. La hashpa du Rav, c'est la plus importante pour un juif pour maintenir sa petite route. Yehoshua s'est marqué, lui, on lui a demandé. Quand il a commencé à partir, on lui a dit, mais Yehoshua, tu vas avoir un problème. Quel problème? C'est marqué que la manne, elle ne tombait que Bisrout Israël. Bisrout Klal Israël. Ça veut dire quoi? Qu'elle ne pouvait tomber que dans le camp d'Israël. Si maintenant quelqu'un il avait décidé pendant les 40 ans du désert, je vais faire un petit safari, je vais aller me balader là-bas dans les hauteurs, etc. Tu t'expliques, tu n'auras pas de manne. La manne, elle tombera pas là-bas. Hein. Elle tombera pas à 3 km. La manne, elle tombe dans le camp d'Israël ou rien du tout. Donc tu vas rien manger. Donc Yehoshua, quand il a commencé à partir, ils lui ont dit, mais où tu vas? Mais qu'est-ce que tu vas manger là-bas? On fiche. Ben, je mangerai pas. Comment tu vas pas manger? Ça va pas ou quoi? Tu vas mourir. Il s'est pas occupé de son mazon. Il a dit, moi, je veux être collé à Moshe Rabbeinu. Si je suis pas collé à lui, je vais tomber. Le Midrash, il dit que Yehoshua, il est arrivé là-bas au pied de la montagne. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ness! Il lui a fait tomber la manne que pour lui. Là où il était. Pas chez lui là-bas à la maison. Il avait ses portions de manne pendant 40 jours. Bisrout Yehoshua. Que lui tout seul. Mais normalement, ça n'existe pas, ça. Ken, pourquoi? Parce que là, je veux pas quitter le rap. Je veux rien rater du rap. C'est pour ça que Yehoshua, quand il va partir, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va lui rajouter? Il va lui rajouter un Yud. Oshe Abenu Yehoshua. Mazé Yehoshua. Yud, que tu restes attaché à ton Olam Abba. Yud, c'est le Olam Abba. C'est quoi? C'est la Rouhaniyut. Que tu sois attaché, que tu restes attaché à Manoublak, t'es mon Talmid Mouv'ak. T'es mon Talmid attitré. Dans la paracha de la semaine dernière, Eldad ou Medad, ils ont dit quoi? Moshe Med ve Yehoshua Marnis. Moshe, il va mourir et c'est Yehoshua qui va nous faire rentrer. Donc le Talmid émiti de Moshe Rabbeinu, c'est Yehoshua. Moshe Rabbeinu, il met en garde Yehoshua. Il dit, si toi tu tombes, qu'est-ce qu'on va dire du Rav? Quand l'élève il tombe, qu'est-ce qu'on dit du Rav? Ça rejaillit sur moi. Comme quand un enfant il fait une bêtise, ça rejaillit sur qui? Sur les parents. C'est pareil avec le Rav et l'élève. La Gemara elle dit, quand on voit quelqu'un qui se comporte pas bien, un élève dans Torah qui se comporte pas bien, on dit quoi? Malheur à son Rav qui lui a enseigné la Torah. Malheur à lui, parce que c'est quoi cet élève que tu nous as sorti? C'est ça un élève? Donc si Yehoshua il tombe, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Mais je vais tomber avec toi. Donc il dit à Yehoshua, il faut que tu gardes cette hashpa, cette proximité avec moi. Tant que tu es avec moi, même loin, même si tu t'écartes, tant que tu as une Rouhaniyut avec moi, la tête elle est avec moi, il t'arrivera rien. Kalev, il a voulu faire la même chose, mais il n'a pas reçu la bracha de Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait Kalev? Il est parti chez les Havot, sur le kever des Havot. Pourquoi? Pour garder ce lien avec le tzaddik. Toujours pendant, c'est marqué là-bas, il n'a pas bougé pendant 40 jours. Il est allé là-bas à Marpella, il était sur le kever de Avraham, Yitzhak et Yaakov. 40 jours il est resté là-bas, il a attendu. Il a dit quoi? Tant que je suis là, et que je prie les Havot, proximité avec les tzadikim, qu'est-ce qui va m'arriver? Rien. Il va rien m'arriver. Je reste avec une hashpa'a des tzadikim. Le Harizal, il explique comme ça. Et il dit, mais en réalité, on voit que les Meraglim, ils auraient pu faire un peu la même chose. Parce qu'on dit que quoi? Que tout le monde a étudié avec Moshe Rabbeinu. Oui ou non? Moshe Rabbeinu, il enseignait la Torah à Klal Israël, pas que à Yehoshua. Donc les Meraglim, c'était aussi en quelque sorte des Talmidim de Moshe Rabbeinu. En quelque sorte. Comment ça se fait qu'eux, ils ont flanché? Pourquoi eux, ils ont dévié? Comment eux, ils ont dévié? Alors le Harizal, il dit comme ça. Le Harizal, il dit, tu sais qui c'était les Meraglim? Les Meraglim, c'était les Gilgoulim des 10 enfants de Yaakov Avinu, qui ont vendu Yosef. D'où on le sait? C'est marqué Kulam Anashim, Raché Bene Israël Hema. Ils étaient les fils d'Israël. C'est qui les fils d'Israël? C'est qui Israël? Harizal, il dit c'est Yaakov Avinu.
Pourquoi tu les appelles les fils d'Israël? Quelle était l'erreur des enfants de Yaakov? Comment les enfants de Yaakov ils se sont trompés et ils ont vendu Yosef? Qu'est-ce qui leur manquait dans tout leur sipour? Comment ils auraient pu s'en sortir? Qu'est-ce qu'ils ont oublié dans le système? Je savais pas. Quand Yosef il a retrouvé ses frères, il lui a posé une question. Aod Avichai? Est-ce que mon père est encore en vie? Pourquoi il pose cette question? Mis à part le pshat du texte, etc. Pourquoi il pose cette question maintenant, Dafka? Aod Avichai? Vous êtes pas avec lui, c'est ça? Pourquoi vous n'êtes pas avec lui? Non. La Torah, elle est où? Et c'est marqué que quand ils ont dit ça, quand il a dit ça, Yosef, il a dit Ani Yosef, Aod Avichai. C'est-à-dire que le Aod Avichai, il fait partie de la Tochacha de Yosef. Ani Yosef, je comprends. Ani Yosef, oh, waouh, on est claqué. Aod Avichai, mais pourquoi maintenant Aod Avichai? Aod Avichai, il fait partie de la Tochacha, de la réprimande de Yosef avec ses frères. Où est-ce qu'elle est cette réprimande? J'ai dit mis à part le pshat, de savoir s'il est en vie. Et là-bas, on dit que Yosef, quand il a parlé, c'est une Tochacha. C'est marqué lo nivalou mipanav. Ils ont été blémis. Les frères, c'est marqué le Midrash. Là-bas, ils sont tous morts. Yosef, il a dit 2 mots, ils sont tous morts. C'est marqué, Yonavi, il est revenu, Hashtim, il a redonné les Neshamot, Triatametim, etc. Tellement la phrase, elle était un scud, en réalité. Il les a fracassés. Avec quoi? Aod Avichai? Aod Avichai, Ken, lo, je sais pas moi, mais quoi, elle est si terrible que ça, cette phrase? Yosef, il est en train de leur dire, ah, vous savez pas hein, où est-ce qu'elle est votre erreur. Hein. Vous avez toujours pas compris où elle est votre erreur. Hein. Comment on le sait qu'ils ont toujours pas compris? Parce que les textes d'avant, dans la paracha là-bas de Micah, on nous dit là-bas que quoi? On voit encore que les frères, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Peut-être c'est pas ci, peut-être c'est pas ça. On aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela, etc. Oh, je vais vous expliquer, moi. Aod Avichai, blam, une fracassée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où vous avez fait votre bet din, il vous est pas venu à l'idée d'aller demander au Rav si le din il était bon? Jamais ça vous est passé par la tête. Vous êtes qui, vous, par rapport à Yaakov Avinu? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes rien. Vous valez rien. C'est qui le Gadolador à l'époque? C'est Yaakov. Il est là, non? C'est votre père. Il est là. Quand vous faites un din. Ah non, le din, il est émet. Hein. Ah non, il est bien le din. Ah, c'est magnifique. Hein. Mais ça vous est pas venu à l'idée d'aller demander à papa? Qu'ici, à papa, il a pas de tête? Et la preuve que inconsciemment, ils savaient qu'ils avaient fait une bêtise, c'est que quand ils sont rentrés, pourquoi ils ont pas dit à papa, papa, tu sais quoi? On a fait un din. Yosef, Hlet, on l'a jeté aux oiseaux. Voilà, c'est fini. On a fini Yosef. Pourquoi tu le dis pas? Pourquoi tu dis, ah, la tunique, peut-être il est mort, pas mort, je sais pas, peut-être, qu'est-ce que t'en penses, etc. Hop, on met ça sous le tapis et on laisse tomber. Tu te fiches de moi ou quoi? Yosef, il leur dit, ah, oh, Avichai, mon père, il était en vie, pourquoi vous l'avez pas demandé? Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vous avez chuté, pourquoi vous avez fait n'importe quoi. Parce que vous vous êtes écarté de la Hashpa'a du Rav. Dès qu'on s'écarte de la Hashpa'a du Rav, qu'est-ce qu'il y a derrière? Yerida, tu chutes. C'est obligatoire. C'est un vase communicant. D'où on le voit ça aussi. Il y a des exemples dans la Torah. Un autre exemple de ça, c'est quoi? Dans la Torah. C'est Lot. Qu'est-ce qu'il a fait Lot? Ah oui. C'est marqué que Lot, tant qu'il était chez Avraham Avinu, comment il était? Sadique, Gamour, pas de problème, tout va bien. Lot, c'est magnifique. Il commence à se disputer. Les bergers, les machins, etc. Trucs, etc. Il y a un problème. Ok. Avraham, il vient. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Tu veux rester? Baruch haba. Tu veux partir? Baruch Hashem. Fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il lui dit Lot? Je veux partir. Tu veux partir? Pars. Tu vas à droite, je vais à gauche, je vais à gauche, je vais à droite. Va où tu veux. Il a quitté Avraham Avinu en disant, je ne veux ni d'Avraham, ni de son Dieu. Comme ça, il a parlé. Donc c'est même pas que géographique que tu es parti. C'est que dans la tête, c'est fini. Tu as coupé le circuit Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu. Comment il a fini l'autre? Il a fini à Sodome, comme un clochard. Le Mefarshim lui demande, comment il a fini à Sodome? Il vient de la famille d'Avraham Avinu. Il a vu des malachim chez lui à la maison. Sa sœur Sarah, c'était une tzadékette. Comment tu vois pas? Tu restes pas dans cette petite coute? Tu peux tomber comme ça? Ken, tu peux tomber. Tu t'écartes du Rav, même si tu étais tzadik gamour, tu tombes. Il n'y a aucune règle. Vous voulez encore un exemple? Un dernier. On nous dit Orpa. Vous connaissez Orpa? C'est qui Orpa?
Dans l'histoire de Ruth et Naomi. Naomi, elle avait un mari et elle avait 2 fils. Quand elle a quitté Eretz Israël pour aller à Moab, parce que son mari ne voulait pas faire tzedaka, alors il est mort. Akadosh Baruch Hu, il a tué son mari. Les 2 enfants, ils étaient mariés avec 2 femmes. Un, il était marié avec Ruth, un, il était marié avec Orpa. Quand les 2 filles sont morts, Naomi, qui était veuve de son mari, et elle avait perdu ses 2 fils, elle s'est retrouvée avec les 2 belles-filles, Orpa et Ruth. Elle leur a dit, écoutez mes filles, moi j'ai pas d'argent, moi j'ai plus rien, je suis ruiné, alors Shalom Aleichem, retournez chez vous. Ruth, on connaît, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, là où tu vas, je vais avec toi, je dormirai là où tu dors, et même si on n'a pas d'argent, eh ben, j'aurai pas d'argent avec toi, et c'est pas grave, et je veux ton Dieu, et je veux ta Torah, et je veux tes mitzvot, etc. Bon, il y a tout un cibourg là-bas. Orpa, elle a dit, il n'y a plus de kesef, Shalom. Elle est repartie. Elle est repartie. C'est marqué cette nuit-là, elle a été violée par une dizaine d'hommes, et de cette union-là va naître Goliath. Ruth, qui est restée dans la petite route, elle va se marier avec Boaz, elle va avoir un enfant, Oved, qui va avoir Ishaï, et qui va avoir David Améler. Un, elle va donner David, une, elle va donner Goliath. C'est bien comme conséquence, hein. Mais seulement les 2, elles sont parties d'où? Les 2, elles sont parties d'où? Hein? Elles sont parties du même point de départ. Les 2, elles étaient au même endroit. Où? Devant Naomi. Maintenant, qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu décides? Tu restes à côté de Naomi, même si elle a rien à te proposer. Elle a rien, j'ai rien. Mais il y a une Hashpa'a Tova que tu peux gagner avec moi. C'est ce que Ruth, elle a compris. Ruth, elle a dit, mais je m'en fous, moi, qu'est-ce machin, l'argent, le truc, je m'en fiche, moi. J'ai tellement de Hashpa'a Tova de toi, de ta proximité avec toi, que ça me suffit. C'est ce qu'elle lui dit. Où tu vas, je vais. Où tu dors, je dors à côté de toi. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire là? Je te quitte pas d'une semelle. Même quand elle l'a envoyé dans les champs, Naomi, pour aller glaner des Kayachi Chaopéa, etc., hein, Ruth, elle était angoissée. Mais je vais pas te laisser toute seule, etc. Bon, ça va, il dit, tu peux un peu de me... La belle-mère et la belle-fille, tu peux me laisser un peu d'air, un peu. D'accord. Et qu'est-ce qu'on voit Orpa? Orpa, Stia Rishona. Stia a une déviance. Elle a dévié un peu. Voilà, elle s'est dit, c'est bon. J'ai pris de ce que je vous devais prendre de Naomi. Je vais aller m'installer ailleurs et je vais rester bien. Je vais rester comme je suis. Mais tu rêves. Tu comprends ça? Tu rêves. Tu t'écartes, tu chutes. C'est comme ça. Agar, la même chose. Agar, la même chose. Agar, elle a vu des malachim dans la maison de Avram Avinu toute sa vie. À tel point que le Chazal, il s'étonne que quand elle voit le malach Gabriel pour la première fois, c'est marqué là-bas, elle voit malach Hachem, elle lui parle détente. Ouais, je suis pas là, ma maîtresse, elle est pas contente, etc. Pause. Attends, tu t'évanouis pas? Malach Gabriel, il est en train de te parler, c'est un ange de feu, etc. Le texte, il nous dit pas, et Agar s'est évanoui. Je sais pas, non? Non, détente. Ouais, Gabriel, je suis pas content, là-bas, Sarah, etc. Elle lui parle comme un copain. Qu'est-ce qu'il dit, ce Razal? Elle était tellement habituée à voir des malachim qui rentraient chez Avraham Avinu. Nous, on croit qu'il n'y a que les 3 malachim là-bas, ils sortent d'Israël, etc. Mais c'est toute la journée qu'il y avait des malachim chez Avraham. D'où on le sait que les malachim, ils étaient tout le temps chez Avraham. Qu'on voit que chez Yaakov Avinu, quand il veut aller appeler son frère, là-bas, il appelle des malachim. Les malachim, venez voir, une petite mission là-bas. Et le Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Malachim mamash. Il faisait venir des malachim sur terre avec des ailes comme ça, de 16 mètres, de 16 amotes de long, etc. De feu et tout ça. Et normal. Pas de problème. Donc Agar, elle a vu ça toute la journée chez elle. Donc elle a vu des malachim, elle a vu la vérité, elle a vu le Hémet. Pitom, elle quitte la maison d'Avraham Avinu. C'est marqué là-bas quoi? Vateta, c'est marqué. Telech Vateta. Elle est allée, et il y a un mot là-bas, Vateta, dans la Torah. C'est quoi Vateta? Rashi, il dit, elle s'est perdue. Alors nous, on comprend, elle s'est perdue dans le désert, elle n'avait pas de GPS. Elle n'avait pas de tom-tom. Tu vois, elle est partie là-bas dans le désert, et elle ne savait pas où aller, donc elle s'est perdue. Non, elle s'est pas perdue, c'est très mal le désert là-bas, il y avait des panneaux et tout nickel. C'est quoi, elle s'est perdue? Elle s'est perdue dans sa tête. Pourquoi? C'est fini. Tu as quitté la Hashpa'a de Sarah, tu quittes la Hashpa'a de la maison de Avraham Avinu, tu quittes la Tzidkout, il reste plus rien. Elle a été renvoyée quand même. Quoi? Elle a été renvoyée, c'est pas elle qui est partie. Ken, mais t'as décidé de partir. C'est toi qui as décidé de partir la première fois. La première fois quand tu as décidé de partir. À partir de ce moment-là, il a été décidé qu'elle de toute façon, elle va partir de la maison. Sarah qui lui a dit de partir. La première fois, je parle de la première fois, quand elle est partie de chez elle, elle s'est sauvée. C'est elle qui est partie. Et que le malach, il lui a dit, tu retournes là-bas et tu te mets sous sa houlette, etc. Le malach, Hachem, il savait qu'à ce moment-là,
il savait ce jour-là qu'à partir du moment où elle avait décidé de partir une première fois, elle sera renvoyée de la maison. C'est terminé, il fallait qu'elle parte. Mais quand elle est partie, garde au moins une pas de Avram Avinu. Non. Tu t'écartes, c'est terminé en réalité. Il va rester rien de toi. Alors, la question, elle est en réalité... Je pourrais pas le développer, mais ceux qui seront avec moi demain, Bezrat Hashem, ils auront la deuxième partie du... Hein? Ouais, ils auront la deuxième partie du shiur. La deuxième partie du shiur. On nous demande comme ça. Enfin, on nous dit comme ça. Le Ramban, je vais vous le dire et je développerai demain. Déjà. Le Ramban Nachmanide, il demande. Et il dit, je t'en prie, quelle était donc la faute des Meraglim? Sur quoi ils ont flanché? Qu'est-ce qui les a amenés à passer de Tzadikim à Rechaim? Quelle a été leur mauvaise connexion? Où est-ce que la connexion, elle s'est pas faite? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Et le Ramban, il dit, très bizarre, que toute la souga des Meraglim, ce n'est qu'un problème de Bitul Torah. Ils avaient un problème de Bitul Torah, alors ils sont tombés. Quel rapport Bitul Torah maintenant avec les Meraglim? C'est quoi Bitul Torah? Tu peux me donner une définition de Bitul Torah? Faire autre chose pendant son temps libre. Alors qu'est-ce qui est Batel? C'est perdre de temps. C'est Batelsman. Bitulzman, on dit. Ben, c'est Bitul Torah. Tu peux me dire Efsed Torah. T'as perdu du limoud. À cause du Bitulzman. Pourquoi tu me dis Bitul Torah? La Torah, elle est jamais annulée. Elle est là, la Torah. C'est juste que tu l'as pas étudiée, c'est tout. Mais elle est là. Vas-y, c'est quoi ce mot Bitul Torah que les Chachamim ils emploient? La Gemara Avodah Zara, elle va dire comme ça. Elle va dire Akadosh Baruch Hu, il est prêt à être mévater sur. Il est prêt à pardonner, sur Avodah Zara, Shfichut Damim, Vigilou Yarayot, et même s'il y a les trois réunis, je peux pardonner. La Gemara a dit Avalo mévater al Bitul Torah. Mais Bitul Torah, jamais je pardonne. Rien. Aucune teshuva possible. Tu as fait Bitul Torah, tu peux que, à partir de maintenant, faire autre chose, enfin, être mieux, mais sur ce que tu as fait là-bas, est-ce que tu peux réparer, effacer? Jamais. Il n'y a pas de teshuva possible sur ça. D'où on le sait? C'est que les Meraglim, quand ils ont compris leur erreur, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas, après? Bon, ok, Moshe, c'est bon, on a compris notre bêtise, on a compris. On va y aller, on va faire la guerre. Moshe a dit, non, c'est bon, c'est mort. Ça y est, arrêtez. C'est bon. C'est fini. D'habitude, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a eu une galère, il y a eu un problème, il va voir Hachem, et il prie, et pendant un jour, et 10 jours, et 15 jours, et le vaudor, il a dit, eh ben, tue-moi avec, etc. Bah, fait pareil. Pourquoi Moshe Rabbeinu, là, il fait rien? Il est inerte. Hachem lui dit, bah, maintenant, ils vont errer 40 ans dans le désert, et ils vont tous mourir. Moshe, il dit, ok, d'accord. Comment ça, d'accord? Mais bouge, fais quelque chose. Non, vous comprenez pas. Mais si, regarde, voilà, ça y est, on prend les armes, on y va. Non, mais arrêtez. Il y en a qui ont essayé, là, dans la Torah. Ils ont été. Qu'est-ce qu'ils sont fait? Ils sont fait massacrer par Amalek. Parce que Moshe l'a dit, le Aaron, il bouge pas, tant pis pour vous. Ils sont tous morts. Je t'en prie, pourquoi il n'y a pas de Teshuvah? Parce que c'est Bitul Torah, il dit le Ramban. Comme c'est Bitul Torah, en Teshuvah. Mais c'est quoi ce Bitul Torah? Où Bitul Torah? Quel Bitul Torah il y a ici dans les Meraglim? Alors le Chachamim nous explique comme ça. En réalité, quand vous regardez le texte des Meraglim, quand ils ont commencé à pleurer les Bnei Israël, ils ont dit quelque chose. Encore une fois, la fameuse phrase, mais il faut la comprendre, cette phrase qui revient souvent. Dès qu'il y a un problème, les Bnei Israël, ils disent quoi? Alors on va retourner en Égypte. On n'a qu'à retourner en Égypte. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase qui revient sans arrêt? Derrière cette phrase, les Chachamim me disent à chaque fois que tu vois dans la Torah marqué « il faut qu'on retourne en Égypte », traduction, Bli Torah. Il n'y avait pas de Torah en Égypte. On était bien, non? Qu'est-ce que tu me mets en galère avec ces mitzvot, tes 613 mitzvot, tes machins, etc. Et étudier, les trucs. Laisse-moi tranquille. Bli Torah, c'est bien, non? On était bien en Égypte, il n'y avait pas de Torah. On était tranquille. Les Chachamim ils disent le limoud à Torah, le limoud
Limud Torah. S'asseoir, prendre un livre et étudier. C'est l'application pratique de la mitzvah de Emouna. On ne prouve sa Emouna que lorsqu'on s'assoit en train d'étudier. Tu veux prouver que tu as Ma'amin Bachem? Il faut t'asseoir et étudier. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu étudies, qu'est-ce que tu es en train de faire? Autre chose. Tu es en train de perdre ton temps sur autre chose. Perdre, entre guillemets, vous avez compris. Tu es en train de passer ton temps en train d'étudier, alors qu'à ce moment-là, normalement, ce temps-là, il aurait pu être utilisé pour autre chose. Gagner de l'argent, travailler, etc. Et toi, tu as décidé de venir étudier. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? C'est la matérialisation de la Emouna. Hein? C'est ça, c'est le bitachon. Le bitachon, c'est l'application pratique. Donc l'application pratique de la Emouna dans le bitachon, c'est quoi? C'est uniquement l'Limud Torah. Maintenant, les Mefarshim, ils sont clairs. Et ils disent comme ça. Tu ne gagnes aucune proximité avec Hachem en appliquant les mitzvot de la Torah. Aucune. Tu ne te rapproches pas d'Akadosh Baruch Hu parce que tu as agité un loulav. Ou parce que tu as mangé une matzah. Alors c'est quoi ça? Ça, c'est respecter les tivouïm de la Torah. Tu respectes les ordres qu'on t'a donnés. Et Chazal, ils disent, alors où est-ce que je me rapproche d'Hachem? Où est-ce que je me lie à lui? Il n'y en a que une dans les 613. C'est quoi? C'est uniquement s'asseoir et étudier avec un livre. C'est que dans cette mitzvah-là que tu peux te rapprocher de lui. Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de lui dire quoi à Kadosh Baruch Hu? J'ai détruit mon temps pour le mettre dans la Torah. À ce moment-là, le temps n'existe plus. C'est quoi le temps n'existe plus? Ça veut dire que je ne fais plus attention à quoi? Ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin, ce que je voulais, j'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil, ça n'existe plus. Ma personne à moi n'existe plus. Chachamim, ils ont appelé ça Bitoul Torah, parce qu'en réalité, c'est Bitoul Ma. Bitoul de quoi? Bitoul de toi-même, en fait. Pour la Torah, il faut que tu sois Batel. C'est ça que ça veut dire. Si en étudiant la Torah, tu t'es pas annulé devant elle, Zélo Limud Torah. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui vont être religieuses. Elles vont faire Shabbat, elles vont manger kasher, elles vont faire les chagim, elles vont faire des tfilotes, plein de choses, plein. Viens étudier. C'est dur. Tu rigoles. Pour certains, c'est insurmontable. C'est indigeste. C'est 2 minutes assises à écouter un truc. Ça commence à prendre à l'intérieur, ça commence à dévorer de l'intérieur. Mais pourquoi t'as pas de problème quand tu fais un loulav, quand tu fais une matzah? Pourquoi t'as pas de problème avec ça? Bon, ça, c'est un massé, quoi. Donc t'as bien compris que là-bas, en réalité, il n'y a rien, en fait. Tu gagnes rien là-bas. Alors comme là-bas, c'est facile et que tu gagnes rien, alors tu le fais. Mais là où maintenant, ça va t'engager à quoi? Mais c'est du temps, là, maintenant. C'est pas 1 minute. C'est quoi? C'est un quart d'heure. C'est 30 minutes. C'est 1 heure. 2 heures. Comme dit le Chafetz Chaim, qu'il faut 2-3 heures minimum de limoud par jour. Hein? Rabbi Eliaou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le juif lambda, normal, qui fait la Torah Kula, mais passer au limoud à Torah, c'est un autre level. C'est un autre monde. Ça n'a plus rien à voir. Et certains, cette marche-là, pour certains, cette marche-là, elle est jamais acquise. On n'arrive pas. Ils n'arrivent pas à mettre le pied là-bas. Rentrer dans le limoud, ça marche pas. Pourquoi? Parce que l'homme va talatmi. Je veux pas m'annuler, moi. Quand j'étudie, j'ai l'impression de quoi? J'ai l'impression de me désintégrer, en fait. J'ai l'impression de me perdre. Mais moi, j'ai des tavots, j'ai des envies, voilà, je veux aller manger, je veux aller boire, je veux aller aux toilettes, je veux sortir, je veux m'aérer, je veux fumer, j'ai des envies. Oui ou non? Est-ce que c'est compatible avec le limoud? Ah, ils disent non. Normalement, quand tu es dans le limoud, il n'y a plus de zman, il n'y a plus de temps, et il n'y a plus rien qui existe autour. Tu dois être batel le zman. Le zman, il est tamout, il est mort. C'est pour ça que c'est marqué là-bas dans Parashat Rugat, Adam ki yamut ba'oel. Lorsqu'un homme, il mourra dans la tente. Mazé Oel, c'est Oel chez le Torah. Quand est-ce qu'un homme, il atteindra le vrai limoud à Torah? Quand il comprendra que quand il est au limoud, en réalité, il n'existe plus. Sa personne n'existe plus. Et ça, c'est ce que je vous ai dit au départ. Moshe Rabbeinu, il représente quoi en réalité? Quel exemple il représente? Je vous ai dit, Moshe, il se considérait moins que des pierres. Moins que de la poussière. Quel moussard il veut nous enseigner, Moshe Rabbeinu, quand il veut nous dire ça? Nachnouma. Qu'est-ce qu'on est, nous? On n'est rien. Moshe Rabbeinu, il est en train de nous dire en réalité un sipour. Il est en train de nous dire que si on n'a pas ce principe-là dans la tête, que si on réagit, on vit pas avec ce principe-là dans la tête, on n'étudiera jamais la Torah comme Akadosh Baruch Hu demande. On fait les marioles.
mais ça ne pénétrera jamais l'intérieur de la personne. Jamais. À partir du moment où tu veux te donner une importance, une chashivut, une existence, c'est terminé. Tu t'es écarté du inyan de quoi? De Moshe qui est le contraire. Tu dois être mévater. Tu dois être mévater complètement devant Hachem. Or, on les appelle comment les hommes au départ? Anashim. On l'a dit, c'était quoi Anashim? Chashivut. Mazé Chashivut. On a été choisis par Moshe Rabbeinu quand même. La tête, elle a tourné parce qu'ils ont été choisis. Ils ne sont pas restés chafel. Ils ne sont pas restés comme ça, bas. Ils se sont donné une importance. Donc dès qu'ils ont quitté Moshe Rabbeinu, ils se sont pris pour des patrons. La Hashpa Duran n'avait plus lieu d'être, donc ils se sont pris pour des gens importants. Et c'est comme ça en réalité qu'ils ont chuté. Voilà pourquoi le Ramban il nous dit, c'est un problème de Bitul Torah. C'est un problème de Bitul Zman. Ils ne voulaient pas s'annuler. Ils voulaient rester des gens importants. Et le Sichot Moussar, il va rajouter une couche. Et on va le comprendre maintenant mieux, ce Sichot Moussar. Il dit que ce qui a animé les Meragelim, c'était quoi? Redifat Akavod. Ils couraient derrière les honneurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit comme ça. Attends, là, on a été nommé par Moshe Rabbeinu pour faire la shtichut. Mais quand on va rentrer en Eretz Israël, en fait, on ne sera plus rien du tout. On va revenir à notre niveau, qui est nul, en fait. Mais nous, là, c'est bien. On est des gens importants. On a été choisis et tout. Et si jamais on restait ici, peut-être qu'on resterait des gens importants. Finalement. C'est bien, non? Alors, on fait... Tout le Rinyan, il s'est fait de cette manière-là que quoi? On veut garder notre titre. On veut garder notre importance. On ne s'annule plus devant un Kadosh Baruch. Le Hani, il commence à prendre sa place. Racham lui dit ça, ce problème-là, il est récurrent chez nous, parce qu'il vient de Adam Arishon. C'est la faute de Adam Arishon par excellence. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu t'annules devant moi, je fais rien. Adam Arishon, il a voulu se donner une importance, je peux décider par moi-même, je peux prendre ça, etc. Quand Chava, Hachem, il est parti la voir, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Chava, Ishi Ani. Il m'a séduite. Racham disent, ne lis pas Ishi Ani, mais lis Yesh Ani. J'ai une existence, j'ai une importance. Moi aussi j'existe. Alors souvent nous on croit que la Torah c'est comme ça. Nous on existe, Hachem il existe, et le but c'est de se réunir. On cherche une proximité avec Hachem. On nous a toujours vendu ça comme ça. Voilà, moi je suis là, j'existe, Hachem il existe, et on doit se réunir par la Torah, par les mitzvot, par les chachamim, par ce que vous voulez. Ben en fait c'est faux. C'est pas ça qu'on est en train de nous dire ici. On est en train de nous dire, en fait, toi, t'existes pas, et il n'y a que lui qui existe. Ça n'a rien à voir. Si tant que tu croiras que t'existes, et que tu as une importance à part entière, tu ne rencontreras jamais Akadosh Baruch Hu. Il viendra jamais te voir. Hachem, il ne peut venir voir quelqu'un, il ne peut se coller avec quelqu'un, que si ce quelqu'un, il est rien du tout. Il se considère comme rien. Mais nous, on se considère comme... il suffit de voir comment tu fais les marlocotes avec les gens. Pour une chaise qu'on t'a pas donnée, pour un bonjour qu'on t'a pas fait, pour un petit marque de cavote que t'as pas eu, et on t'a pas fait monter à la Torah pour ça, et là on t'a mis là-bas de côté, et là quelqu'un... Oh, et moi je suis là, moi quand même, et moi j'ai une existence. Tant que tu vis comme ça, dans la vie de tous les jours, quand tu viens étudier en réalité... Hachem il dit, vas-y, tu fais que lire des textes. Mais je viendrai jamais te voir dans ce Limoud Torah. Jamais. Donc la chose à comprendre, elle est comme ça. Les Meragelim, ils ont chuté uniquement à cause de ça. Uniquement à cause d'une marque de kavod, de chashivut, comme il dit Rashi au départ. Bien sûr qu'ils étaient kshérim au départ. On est tous kashers. C'est comme ça, c'est marqué là-bas. Tout juif au départ, il a quoi? Cheskat kashrut. Il a une chazaka de kashrut. C'est tout. On juge pas mal quelqu'un dès le départ. Au départ, il a toujours une chazaka de kashrut. On lui juge toujours bien. Seulement le problème, c'est qu'à partir du moment où tu vas t'écarter de ce système, tu vas bouger de la hashpa'a du tzaddik, de la hashpa'a du rav, ça veut dire quoi? De la soumission par rapport à la Torah. Hachem il dit, tu peux te lier à moi directement? Tu peux pas. Je suis un feu dévorant. Si tu m'approches, tu vas brûler. Chachamim dit alors, avec qui je me lie alors? Au Talmidei Chachamim. C'est avec eux que tu dois t'accrocher. Parce qu'ils sont tellement proches de moi, et ils arrivent à s'approcher au plus proche de moi. Et encore, ils sont pas devant moi, mais ils sont déjà plus proches que toi. Alors toi, tu vas te lier à eux. C'est déjà moins compliqué. Et par leur intermédiaire, alors c'est comme si tu étais lié à moi. Mais si maintenant tu t'écartes d'eux, et que tu veux te lier à moi, mais tu crois que ça va réussir? Mais jamais de la vie en réalité, ça ne marchera pas. Donc qu'est-ce qu'on doit faire en réalité au quotidien? Ne jamais perdre le contact avec le Rav.
Ne jamais perdre de contact avec les Chachamim. J'ai une question, j'appelle le Rav. J'ai un problème, j'appelle le Rav. Jamais croire qu'on peut être des rabbanim à part entière. C'est ça que la Mishnah a dit. Ah, c'est les Charav. Il faut que tu aies une référence. Il faut que tu aies quelqu'un qui est appelé. Les Gdolim en Eretz Israël, ils ont 70, 80, 90 ans. Ils ont des rabbanim au-dessus d'eux. Et quand ils ont des couchottes, ils appellent ces rabbanim. Eux aussi, ils ont des références au-dessus. Si t'as pas de référence au-dessus, comment tu fais? Moshe Rabbeinu lui-même, on l'a vu plusieurs fois. Et la semaine dernière, on l'a vu 2 fois. Quand il sait pas, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va demander à Hachem. Je sais pas. Ils sont venus le voir, on n'a pas fait Pessah, machin, etc. Mais là, je sais pas, je connais pas la réponse. Je vais demander au Rav. Je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il aurait pu répondre. Dis ce que tu veux, t'as une svara, t'as une tête, non? T'as toute ta Torah Kula dans la tête. Fais un pile-poule, fais une svara, fais ce que tu veux. Décide. Même Hachem, il dit à Moshe, mais si t'avais décidé, mais j'aurais été gozer comme toi, ça veut dire t'es le tzaddik. Ce que tu décides, je fais. J'aurais été Mekayem la phrase du Rav. Mais Moshe Rabbeinu veut nous enseigner quoi? Mais non, regarde, même le Rav, même moi, le Rabbanim, quand l'Israël, il faut qu'il demande à quelqu'un. Il faut qu'il demande un conseil, il faut qu'il demande une aide. Et Hachem, lui-même. Hachamim, ils disent, c'est marqué dans le Midrash, que Kadosh Baruch Hu, quand il a voulu créer l'homme, c'est marqué là-bas dans Bereshit, Naaseh Adam. Faisons l'homme. Le Midrash, il dit que les Malachim, ils sont venus en disant à Kadosh Baruch Hu, mais Hachem, tu peux pas écrire ça dans ta Torah. Marloquette sur le texte de la Torah avec Hachem. Hein. Pourquoi je peux pas écrire ça? Parce que tu parles au pluriel. Vas-y, faisons l'homme. J'ai fait l'homme. Asiti Adam. C'est moi, non? Pourquoi faisons l'homme? Qu'est-ce qu'ils vont croire les gens quand ils vont lire? Ils vont croire qu'il y a plusieurs éléments qui ont créé l'homme. Toi, tu t'es associé avec des gens. Mais c'est un chilou lachem de dire une chose pareille. C'est une hérésie. Les gens, ils vont mal penser. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, dit le Midrash? Qui pense mal. Rien à faire. Tant pis pour eux. Alors pourquoi tu l'as écrit comme ça? Pour que les gens, ils apprennent du moussard. Que ça commence pas en réalité dans la vie. Ça commence pas dans la vie si tu es incapable de demander conseil à quelqu'un. Donc c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, pour créer l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la Chokhma. Il lui a dit, si je crée l'homme, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Il a appelé tous les malachim. Il a demandé conseil. Mais Hachem, il a besoin de conseil. Il fait ce qu'il veut, non? Fais ce que tu veux. Non, c'est du moussard. J'ai voulu vous enseigner quelque chose. Même moi, Kadosh Baruch Hu, quand je crée quelque chose et je fais ce que je veux dans ce monde, même moi, je demande conseil. Alors toi, le petit babouin de Paris, d'accord, quand tu as un problème dans la vie, ok, et que tu sais pas quoi faire, pourquoi tu t'essaies de t'en sortir tout seul? Pourquoi tu veux faire ça tout seul? Il y a tout dans la Torah. J'ai donné Da'at Chachamim. Demande au Chachamim. Demande au Rav. Lui va te donner la réponse directement. Et c'est ça Al-Pi Hachem, mon cher Rabbeinu. Al-Pi Hachem. Tout ce que je vous dis en réalité, c'est Al-Pi Hachem. Et c'est ça la Yahadout du Am Israël. Tout est dépendant en réalité de quoi? C'est ce que nous dit le Rambam au début de son livre Mishneh Torah. Tout est dépendant de quoi? De la transmission. Rav, élève, Rav, élève, Rav, élève. Ce qui fait la force du Am Israël, c'est pas les Sfarim, c'est pas la Torah écrite. D'accord? Les autres aussi, ils ont une Torah écrite, ils ont écrit n'importe quoi dedans, mais ils ont aussi des livres. Alors qu'est-ce qui fait notre particularité? C'est la transmission orale d'un maître avec un élève. D'un maître avec un élève. Si tu viens pas, toi, et tu veux couper ça et tu veux t'en sortir tout seul, qu'est-ce que tu es en train de faire en réalité? Tu es en train de foutre à la poubelle toute la Yahadout. Tu es en train de tout jeter à la poubelle, tout ça parce que tu veux une importance, tu veux un titre, tu veux une existence. D'abord, considère-toi comme rien, et si jamais tu vaux quelque chose, t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu fera en sorte de te donner la place qu'il faut, etc. Mais toi, comment tu dois agir dans la vie? Rien, Chafel, rien. Il y a le Rav, il est là, c'est lui qui décide, moi je décide rien du tout. C'est pour ça qu'on nous dit quoi? Que même après la mort du Rav, le Rav il est plus là maintenant. Et l'élève il est tout seul. Ben, ça y est maintenant. Quand le Rav il est plus là, eh ben, je prends la place. Et je deviens le Rav. Ah, comment je vais faire pour m'en sortir avec tout ce que je viens de dire? Ben, ça va pas. Parce que si je deviens le Rav, je deviens important. Plus que le Rav. Parce que le Rav il est plus là. La Sechet Avot, elle dit là-bas, parmi les 48 kinyanim de la Torah, elle dit le 48e, c'est quoi le dernier kinyan de la Torah? C'est lorsqu'une personne ramènera des enseignements de Torah au nom de son maître. Au nom de celui qui l'a dit. Et c'est pour ça que dans la Torah, vous avez des fois, Amar Rabbi un tel,
Michoum Rabbi Intel, Michoum. Des fois, il y a 4 lignes comme ça, rien que 2 noms de Rabbanim. Là, on pourrait demander à la Gemara. Bon, c'est bon, j'ai compris. Amar Rabbi Intel, ça me suffit. Même nous, quand on retient qui a dit, on retient pas le Michoum. Hein, avec, on arrive à retenir déjà celui qui a parlé en dernier. D'accord, c'est déjà pas mal. Mais en réalité, Chachamim me disent, tu n'as pas compris. Tout l'enseignement là, il vaut rien. Il vaut rien là, ce que je vais te dire, si je sais pas de qui il a dit ça, lui. Même la Gemara, quand un Amora il va parler, la Gemara elle s'arrête des fois, elle dit attends. T'es un Amora, Kol HaKavod, t'as un grand niveau. De qui t'as dit ça? De qui t'as appris ça? D'abord donne-moi ta référence. De qui t'as appris ça? Moi, j'étais l'élève de Rabbi Eliezer. Moi, j'étais l'élève de Rabbi Meir. Ok, donc déjà t'as une référence. Mais si t'as pas de référence, je t'explique. La Gemara elle te prend et elle te jette à la poubelle. Parce que ce que tu parles, c'est dans le vide en réalité. Tu parles dans le vide. J'ai besoin d'une référence. Et quand tu n'as pas de référence de rabbin, parce que personne n'a dit ça et que vous discutez d'un sujet dont personne n'a parlé et que c'est que Misvara, c'est où dans la Torah que tu vas me prouver ça? Elle est où ta référence toraïque? Maintenant, vous me prouvez que Hachem, il a dit ça. Mais sinon ça commence pas. Donc toute la Yahadout, elle est basée sur ça. Prendre conscience en réalité de notre niveau qui est très bas, d'accord, qui a un niveau très faible, et qu'on a des gens au-dessus de nous. Et que même quand ils seront plus là, eh ben en réalité, ils doivent garder cet hashpa'a. En continuant à parler leur enseignement en leur nom, on garde cet hashpa'a avec le tzaddik, on ne s'en écarte jamais. C'est marqué Yehoshua, comme Moshe Rabbeinu, il est niftar. Il n'arrivait pas à donner les halachot. Les gens, ils venaient le voir. Ils disaient alors, Yehoshua, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Il avait honte d'avoir pris la place de son rave. Il avait honte. Il avait tellement honte de donner les halachot qu'il y a un midrash qui dit qu'Hachem il lui a fait une tova. Il lui a fait oublier les halachot. Alors il y en a qui disent que c'est parce qu'il n'avait pas assez étudié chez Moshe, etc. C'est en Onesh, etc. Mais il y en a qui disent que au contraire, c'est les sroutes Yehoshua. C'est que comme il avait une rasra de donner les enseignements et de que les gens ils disent ah il est fort Yehoshua, quel tamid racham, ils avaient peur que les gens ils disent ça de lui. Alors qu'en réalité ça vient de Moshe Rabbeinu. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a fait oublier des 3000 halachot. Comme ça quoi? J'ai rien à dire. Voilà, je sais pas. Si bien qu'ils ont voulu le tuer, Yehoshua Ben Nun, à cause de ça. Yehoshua a dit, c'est pas grave, tuez-moi, je préfère. Mais au moins, que la gadoute de Moshe Rabbeinu, elle soit pas abîmée. Elle soit pas entachée, parce que moi, je vais donner une halakha. Donc, toujours donner au nom d'eux, qui a parlé, qui a dit, etc. Et savoir ne pas rechercher. Voilà, les honneurs, le kavod, quand on a vu ici les Meraglim, ils se sont plantés parce qu'ils voulaient avoir des titres. On s'en fiche des titres. Le seul titre qu'on veut avoir, nous, c'est quoi? C'est de pouvoir gagner des moments de limoud. Et c'est ça le seul route qu'on veut avoir, que Kadosh Baruch Hu nous puisse nous donner un petit peu de temps, un peu plus par-ci, un peu plus par-là, et qu'on arrive à dégager ce zman, à tuer ce zman. On tue ce zman. Au reg zman. On tue ce zman là-bas, et on arrive à pouvoir le dégager dans quoi? Dans le limoud de la Torah. Et comme ça, quand même, on est au Beth Midrash. Ici, Chachamim disent, quand on étudie la Torah, on est protégé. Mais dès qu'on sort, ça y est maintenant, c'est la rue. C'est la rue. Alors qu'on prie à chaque fois. Chachamim me disent qu'il faut que tu pries à chaque fois. Que tu quittes un limoud, que tu quittes une Torah, tu quittes un dracha, que cette Torah, elle t'accompagne dans toute la chose, et que même à l'extérieur, elle va continuer cette hashpa, elle va continuer à te protéger, parce que c'est que comme ça que la Torah, elle marche. C'est marqué Magena ou Matsela. La Torah, elle protège et elle sauve. La Torah, elle protège et elle sauve, à condition qu'elle soit toujours dans la tête. Mais si tu l'oublies, si tu t'en écartes, et que tu vas faire le zouave, c'est fini, la Torah, elle ne peut plus te protéger. Donc il faut que tu l'accompagnes partout où tu vas. Au travail, Torah dans la tête. Tu fais du sport, Torah dans la tête. Tu es avec la femme et les enfants, Torah dans la tête. Tout le temps, il y a de la Torah partout. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de la Torah. Partout, il y a de la Torah. Partout. C'est où des interdits à respecter, ou des mitzvot à faire. C'est où ça? Où ça? C'est où dans mitzvah positive ou dans mitzvah négative? Et ça s'appelle Torah. Des fois, je suis à un endroit, et les choses que je ne dois pas regarder, c'est Torah. L'autre Torah, c'est Torah. Et des fois, il y a des mitzvot à faire. Chesed. Des fois, je dis quelque chose de gentil à quelqu'un. Voilà, tu as fait chesed. Des fois, tu as plein de choses comme ça. Toute la journée, en réalité, c'est jalonné de quoi? Où est-ce que tu te situes? Mitzvot positive, mitzvot négative. Mais pas dans ton Bechaz de Shalom dans les Averot. Si tu tombes dans les Averot, c'est que tu n'as pas fait attention à ce que la Torah t'accompagne. Alors, Bezrat Hashem, que partout où on aille, on ait cette tâche pas, même quand on se détache un petit peu, on soit au travail, la famille, les enfants, etc., on ait cette Torah qui nous accompagne, et que jamais, on puisse tomber et malheureusement, s'en séparer et qu'elle nous amène des mauvaises choses. Bezrat Hashem, Be'atzlacha pour tout le monde. Shabbat Shalom.